Donc bonjour à tous, moi je suis en effet le docteur Favé, donc j'exerce au CREDAT et puis sur la plateforme de réhabilitation aussi Gaja et dans un hôpital de jour pour enfants autistes 0-6 ans. Donc aujourd'hui je suis pas sûre que le public est très varié, donc j'espère que vous allez un petit peu découvrir des choses, mais normalement pas trop. C'est juste une revue un peu des classifications et du coup des recommandations. C'est vrai que le sujet est déjà tellement large, etc., qu'on verra pour les innovations scientifiques, je pense, au cours de la journée. C'est vrai qu'au niveau, en fait, le concept de trouble neurodéveloppemental, finalement, il n'est pas si vieux que ça. C'est dans les années 70, bien sûr aux États-Unis. C'est Ruther qui l'a premier décrit. Et à ce moment-là, ça explorait vraiment, avec le concept de disability, les troubles sensoriels, le retard mentaux et tous les anciens 10. Et donc, il y avait déjà la notion que ces troubles devaient apparaître dans l'enfance et qu'il y a un déficit fonctionnel. Et ensuite, c'est vraiment en 2013, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un concept qui s'est beaucoup développé dans la National Institute of Mental Health. Donc pourquoi est-ce qu'on a parlé de troubles du neurodéveloppement? Ça a été quand même assez décrié. C'était un petit peu, ça fait l'objet d'un débat par rapport à tout ce qui était un peu psychanalyse et autres mouvements épistémologiques plus psychiatriques classiques, je dirais. C'était que finalement, il y avait quand même un désir de rompre un peu avec la notion de subjectivité, d'apporter quelque chose d'un peu plus médical, d'un peu plus objectivable. Et puis, c'était aussi se rapprocher pour les scientifiques de revues qui étaient quand même à plus haut grade de publication. Il y a aussi un impact économique derrière tout ça. Et de montrer que finalement, tous les troubles qu'on voyait chez les petits-enfants et même chez les enfants avaient quand même des soubassements neurologiques. Et que ce n'était pas juste la question de la relation, la question du développement affectif. Et même le développement affectif a aussi un pendant neurobiologique ou neuroanatomique certaines fois. Donc voilà, c'était un peu rendre solidaires les deux concepts et de finalement arriver à mieux comprendre dans quelque chose d'un petit peu holistique les troubles qu'on observait chez les enfants. Donc évidemment, la DSM a vraiment été une rupture dans toute l'ancienne psychiatrie un peu classique. Et là, on voit l'entrée des TND. Donc chez nous, en France, c'est seulement en 2018 qu'on a vraiment plus officialisé les choses. Mais en tout cas, aux États-Unis, en 2013, avec le DSM-5, on voit apparaître la notion de trouble euh, du neurodéveloppement et avec la disparition en même temps du trouble habituellement observable dans l'enfance et l'adolescence. Donc, avec la notion justement d'une nécessité et d'une observation dans la vie quotidienne d'un spine life, c'est-à-dire d'un trouble qui finalement persiste tout le long de la vie au cours du développement, malgré justement une clinique qui évoluait. Donc là, on a tout doucement un glissement catégoriel vers une dimension beaucoup plus dimensionnelle. Et pour l'autisme, on passe de la notion de trouble envahissant de développement à la notion de spectre, trouble du spectre autistique. Donc pourquoi la notion de spectre autistique? Enfin, le spectre, c'est d'ailleurs le seul trouble neurodéveloppemental qui a cette notion-là de spectre. C'est justement pour cette dimension un peu dimensionnelle. Bien parce que finalement, il y a une variabilité très forte et que finalement, on s'aperçoit que la notion autant petit, on y trouve vraiment un intérêt et certaines fois très, très difficile d'ailleurs entre trouble autistique, syndrome d'Asperger. Donc ça, c'est quand même assez clair. Mon syndrome de Rett, maintenant, elle est sortie. Les troubles désintégratifs de l'enfant, on n'en voit pas énormément, mais les TED-NOS, on mettait un petit peu tout ce fourre-tout. Et finalement, quand on regardait l'évolution vers l'adolescence ou l'âge adulte, on avait un effacement des particularités cliniques qu'on notait à l'âge adulte. Donc finalement, le critère de cette variabilité-là, il était assez important. Puis il y avait une espèce de... On se disait qu'il y avait une espèce de snobisme autour de... On veut vraiment qu'on soit Asperger. Donc voilà, du coup, maintenant on parle de troubles du spectre autistique. Par contre, avec la notion de spécificateur, c'est-à-dire que là, on va mettre le niveau d'intelligence, le niveau de développement du langage, l'origine génétique ou pas, et l'association à d'autres troubles.
Pour le TDAH, alors c'est vrai que ce concept-là c'est aussi est apparu au DSM-4 et on voit la notion que finalement on a l'hyperactivité qui vient un peu plus objectiver ce qu'on appelait comme comportement perturbateur. Perturbateur, c'est quand même assez négatif. Et c'est vraiment une appréciation aussi un peu subjective. Donc là, et l'intérêt aussi là, c'est qu'on donne finalement des critères aussi pour les adultes, avec quand même la notion qu'il y ait des symptômes dans l'enfance, mais que ça apparaisse au moins avant 12 ans. Donc il y a quand même un élargissement aussi de l'âge d'apparition des troubles quand on le repère à l'âge adulte. Pourquoi il y avait besoin de ça finalement, c'est que on a quand même un impact fonctionnel qui dure toute la vie, comme je vous disais un petit peu sur le Spine Life. C'est-à-dire que 15% des enfants continuent quand même à présenter des troubles et des critères cliniques à l'âge de 25 ans et 30 à 65% encore des signes persistants à l'âge adulte. Donc, alors, on n'y est pas encore. Là, je crois qu'on a du pain sur la planche avec la classification française et internationale, la CIM 11, parce que même si elle vient se calquer sur la DSM 5, elle apporte encore plus de flou dans les contours de délimitation du diagnostic, enfin de flou, de critères d'appréciation aux cliniciens. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir finalement une classification qui fasse un consensus entre plus de 180 nations. Donc vous imaginez, c'est quand même pas facile de tomber sur un minimum commun observable. Alors au départ, c'était uniquement en ressources digitales. Hein, c'est l'esprit de la CIM 11, c'est ça. C'est quelque chose d'un petit peu dynamique, digital, qui vient correspondre à la modernité un peu de nos modes de vie. Et l'idée, c'était aussi que finalement, on puisse la modifier suivant l'appréciation de la recherche, suivant les états de la recherche. Donc ça se veut une classification dynamique. Voilà, alors là, si vous allez voir sur autant le trouble du spectre autistique que le TDAH, les critères sont beaucoup plus flous, avec une insistance sur l'impact fonctionnel. Et il y a une description clinique qui est assez riche, avec à la fois qui délimite non seulement la clinique, le diagnostic différentiel, les limites, mais aussi des critères un peu interculturels. Ça, c'est un peu ce qui est un apport par rapport au DSM, et des critères aussi, des différences suivant le sexe et le genre. Donc, en fait, quand on parle de troubles du neurodéveloppement, bon, je pense que chacun le sait maintenant, c'est une perturbation avec du développement cognitif et ou affectif qui entraîne le retentissement important sur le fonctionnement adaptatif, que ce soit scolaire, social et familial. Donc il y a vraiment la question du retentissement fonctionnel. Donc ça se manifeste au moins dans la motricité, le langage, la socialisation ou la cognition. Alors, voilà, il y en a 7. Surtout 6 vraiment bien définis. Les troubles moteurs, c'est là où vous allez trouver l'ancienne dyspraxie, hein, tous les tics. Les troubles spécifiques des apprentissages, la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie, tous les 10. Je vous ai mis le 8%, en fait, c'est la prévalence qu'il y a entre tous les 10. 8%. Le trouble du spectre autistique, la prévalence 1 à 2%. Le TDAH, 6%, ça c'est des données un peu mondiales. Adultes, 3%. En France, c'est un petit peu moins. Le trouble de la communication, donc c'est surtout la dysphasie. Et puis le déficit intellectuel, avec des gradients de sévérité. Alors, les points communs, c'est qu'il y a quand même une prévalence très importante. Hein, ça touche quand même une personne sur 6. C'est quand même énorme. Et le continuum, tout au long de la vie, avec quand même 70% à l'âge adulte des personnes qui estiment qu'ils ont encore un retentissement fonctionnel de leurs troubles dans la vie professionnelle, familiale ou sociale. Et avec quand même une particularité pour ce rôle de l'impact fonctionnel dans 2 troubles, le TSA et le TDAH. Avec aussi la prévalence, c'est ce que disait tout à l'heure le docteur Ayoui, officiellement de 50% avec un autre trouble.
Alors, quels sont les facteurs de risque communs? Ça aussi, c'est intéressant qu'il y a quand même des facteurs de risque communs, des facteurs génétiques aussi. Donc, en 3 catégories, donc génétique, épigénétique, et j'ai mis aussi héritabilité, parce que quand on a dans sa fratrie une personne qui a un TND, on a beaucoup plus de risques d'avoir aussi le même trouble à des intensités variables. Cérébraux, donc les encéphalopathies, l'AVC, les malformations. Et puis l'environnement, avec la grande prématurité, le poids de naissance, la chirurgie, les infections congénitales. Bon, c'est beaucoup plus décrit, hein. C'est beaucoup plus précis que ça. Là, je ne vous ai pas tout mis en détail, mais en gros, c'est quand même les grands domaines. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est les facteurs de risque modérés, c'est-à-dire là, on voit vraiment l'impact de l'environnement. La vulnérabilité socio-économique élevée, hein, les SDV, seuil de pauvreté, parents isolés, faible niveau scolaire parental, et puis la vulnérabilité psycho-affective. Donc ça, c'est quand même... Alors, intéressant à voir quand même. Les différents plans et recommandations. Alors, c'est vrai qu'au départ, on était quand même sur des plans autisme, et maintenant, on est quand même sur des plans TND. Alors, je vous ai mis juste la stratégie. Je n'ai pas tout repris, tous les plans autisme, hein. Je suis repartie de 2018-2022. Là, cette slide-là, c'est pour vous mettre les 5 engagements qu'on va voir en détail, mais c'est surtout les sommes par engagement. Là, c'était 344 millions. Alors, au départ, les 5 engagements, c'est recherche et formation. C'est un peu ce que mes collègues ont dit un petit peu tout à l'heure, hein, avec des plans de formation pour chaque TND, la création des groupes d'intérêt scientifique et la labellisation de 5 centres d'excellence. Ça, c'était sur 2018-2022. Hein. Les interventions précoces, ça c'est quand même intéressant, avec un livret qui est accessible à tous, hein, sur Internet, aussi bien médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, tout le monde peut y avoir accès. Et donc, vous déclarez que l'enfant a un trouble du neurodéveloppement, ce qui donne à l'enfant le droit d'accès à ce qu'on appelle les plateformes de coordination et d'orientation pour bénéficier d'un forfait d'intervention précoce. Je pense que tout le monde... Enfin, je ne sais pas. Donc, c'est-à-dire, la dynamique de ça, c'est dire, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la raison de son trouble, l'enfant a un trouble et il faut le prendre en charge le plus vite possible et gratuitement avec un accès à tous. Donc, avec des forfaits d'accès pour la psychomotricité, les ergothérapeutes, les psychologues, à des soins gratuits en libéral, en attendant la démarche diagnostique, en attendant le CMP, etc. Donc vraiment un point sur la prise en charge précoce. Voilà. Les unités de scolarisation, les adultes, on va y revenir, je vais y revenir, et les familles. Donc la stratégie nationale 2023-2027, elle est issue d'une consultation citoyenne. Et là, pareil, les 5 axes, enfin, il y en a 6, qui sont davantage développés, notamment avec la recherche, une importance sur la recherche, la formation. Et de plus en plus, on voit aussi la question de la famille qui intervient et la notion de la scolarité pour les enfants. Chez les adultes, bon, on le développera peut-être tout à l'heure. Et les usagers et les familles. Donc aussi, il faut maintenant, pour tous les TND, chaque personne a le droit à avoir un dossier et des compensations MDPH. Avant, c'était surtout l'autisme. Là, je vous ai mis les différents plans. La note sur, je vais très vite, sur le TDAH, donc, et une nouvelle note de cadrage en 2021 qui était sur pourquoi, parce qu'il y a quand même une augmentation de la prévalence et qui est déjà très importante quand même. Et puis il y a des altérations dans tous les domaines de vie pour le TDAH, on verra ça peut-être tout à l'heure, avec des comorbidités très importantes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une nécessité aussi d'avoir vraiment un intérêt sur le TDAH, qu'on essaye de développer en effet à Sainte-Anne. Alors, les prises en charge précoces, il faut savoir que maintenant, tous les médecins peuvent, enfin spécialistes, hein, neurologues, neuropédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, peuvent prescrire, même en libéral, et initier une prescription par méthylphénidate
Pour ceux qui sont intéressés, il y a un rapport de l'HAS en mars 2021 sur la mise à jour par rapport au traitement méthylphénidate. Et puis l'augmentation de la capacité à prescrire différentes méthodes. Donc les perspectives, bientôt la sortie en 2024, décembre 2024, d'une actualisation des recommandations pour le TSA. Et puis les dernières recommandations de bonne pratique arrivent. Hein. Le docteur Doyen et Madame Gétin sont très motrices. Et puis il y a un enjeu quand même entre l'effet de ciseaux, entre l'augmentation de besoins des enfants et des adultes et les carences de professionnels et de formation. Voilà, je vous ai mis juste quelques chiffres sur l'augmentation de la prévalence. Ça, c'est aux États-Unis, ça fait un peu peur quand même, le TDAH. Nous, on est à 3,5, 3,9. Là, ils sont à 8,5 et maintenant à 9,5. Et le TSA, 1,1 à 2,5 aux États-Unis. Nous, on est encore dans les 1%. Les enjeux, donc la formation des professionnels, difficultés de recrutement, l'implication des familles, c'est quand même une ressource, et puis des moyens toujours insuffisants. Voilà, je vous remercie.